radio locale. Pour vous, c'est Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous à 13h01 sur Radio Grand Lac pour une émission exceptionnelle d'1 heure, une commune. C'est le rendez-vous que vous avez l'habitude d'avoir le mardi à 17h. D'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons avec la commune de La Biole. Mais là, nous avons une édition exceptionnelle de ce programme qui parle de la vie de nos villes et villages avec Grésy-sur-Aix. Et il fallait qu'on ait ce midi avec nous en direct. Donc il a fallu qu'on se plie à son emploi du temps pour continuer à être en direct. Le maire de Grésy-sur-Aix, le jeune maire de Grésy-sur-Aix, Florian Maître, vice-président de Grand Lac et conseiller départemental du canton Aix-1. Florian Maître qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Florian Maître. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bien ? Ça va très bien, et toi ? Oui, ça va très bien. Ça va impeccable. On est vraiment content de t'avoir. Voilà, on va pas se, vous voyez à on va pas faire exprès. Tout à fait. On ne va pas faire exprès parce qu'en plus on ne sait pas faire. Nous, c'est toujours de l'authenticité. Donc, Florian Maître, on est là ensemble pour faire un peu le bilan à mi-mandat parce que mine de rien, ces élections elles ont eu lieu en mars 2020. Donc le mi-mandat est même déjà passé. Et même déjà passé, on s'achemine vers la dernière partie du mandat. Un mandat un peu étonnant, un mandat un peu spécial, atypique, puisqu'on a démarré dans un climat un peu spécial lui-même. Les élections ont eu lieu le 15 mars 2020. On savait pas s'il fallait les faire, s'il fallait pas les faire. Jusqu'au dernier moment, le gouvernement hésitait. 2 jours après, c'était le confinement. Les prises de fonction ont même eu lieu fin mai ou mois de juin pour ceux qui étaient élus au premier tour. Et je crois que c'était le cas Grésy-sur-Aix. Donc, crise sanitaire, crise financière, crise au niveau de l'Europe, au niveau du monde, avec les guerres qui sont aux portes de notre continent, crise sociétale, les gilets jaunes, les agriculteurs, les grèves qui se multiplient, crise de confiance vis-à-vis des politiques, la politique, tous pourris, bien sûr, alors que on sait très bien que c'est bien loin d'être le cas, et le maire reste la personne en qui les Français, en qui les électeurs, en qui les citoyens ont quand même confiance. Donc beaucoup de crises, et tu as présenté tes vœux le 12 janvier dernier avec un optimisme assumé, un optimisme voulu, et malgré tout ces crises, on voit que Grésy-sur-Aix, ça va bien. Alors juste un petit mot quand même, ça va peut-être mieux qu'ailleurs. Un petit mot quand même pour parler des conditions de l'élection. Tu as pris la suite d'un certain Robert Clerc qui aura marqué de son passage la vie de Grésy-sur-Aix, maire, conseiller départemental, vice-président du département pendant longtemps. Donc déjà prendre la suite d'un tel homme, c'est pas forcément facile. Il faut s'imposer. Alors tu faisais partie de cette équipe, mais il faut s'imposer, il faut se faire un nom, il faut prendre sa place. Et avec toutes ces crises, comment s'est passé le début de mandat, ces 3 ans, ces 4 ans bientôt qui sont passés de vitesse folle? Comment ça s'est passé? Tu as déjà bien posé le cadre des choses. Non, je pense qu'il faut simplement être naturel et être soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, après 27 années de maire de Robert, qui a durablement marqué de son empreinte la commune et qui l'a fait grandir, l'idée c'était d'être soi-même, d'arriver avec ses propres idées, avec ses propres méthodes, avec une équipe qui a été largement renouvelée, et puis toujours être en contact avec les citoyens en termes de concertation. Et c'est ce qu'on fait en tout cas depuis 4 années. Oui. Et on avance tranquillement mais sûrement. Et effectivement, après tout ce que tu as dressé comme constat, qui sont le cas aussi pour Grésy-sur-Aix, c'est pas parce que... Oui, bien sûr. C'est pas parce Toutes les collectivités sont touchées. Voilà, la crise énergétique, la crise inflationniste, il fallait, au tout début, je m'en souviens, avec toute l'équipe, il fallait concevoir des masques. On en était là en 2020. En France, on était à concevoir des masques de manière on a eu plus d'une centaine de bénévoles et de couturiers et couturières qui ont... Et c'est là qu'on a vu que les collectivités locales, que ce soit communes, départements, régions, avaient plus d'efficacité que l'État. Tout à fait.
Tout à fait. Oui, on est beaucoup plus agile là-dessus. On essaye de plus proche du de terrain. le rester. Tout à fait. Voilà, des attentes. Et on connaît la population. Oui, Voilà. tout à fait. De par la proximité, on la connaît. On sait effectivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, nous on essaye en tout cas de dresser un avenir optimiste et positif, parce que je pense que le contexte, comme tu l'as rappelé, nous pèse beaucoup, même sur la nature et les relations humaines. Ça se tend, ça se sent, nous on le sent en tout cas, à travers les permanences, à travers la concertation qu'on peut faire. Il y a une incompréhension de plus en plus forte. Alors, incompréhension, puis peut-être des difficultés accrues pour chacun, pour tout le monde. Tout à fait, voilà, on est effectivement aujourd'hui, avec l'inflation et toutes ces crises qui se succèdent, il y a une peur de perte de déclassement d'un certain nombre de personnes, à juste titre, et on essaye en tout cas à notre niveau, à notre juste place et à notre juste niveau du côté de Grésy-sur-Aix, de proposer et d'avancer et justement de profiter de ces crises qui se succèdent pour en faire des opportunités de transformation durablement, notamment en matière d'énergie, etc. Voilà, c'est de pas être à la remorque des crises, mais surtout d'essayer autant que faire se peut de les anticiper, mais surtout de les profiter pour évoluer dans notre organisation, dans nos politiques. Alors, donc, ce bilan de mi-mandat qui a été dressé notamment lors de la cérémonie des vœux en 7 points, avec comme fil conducteur, je disais, l'avenir durable, il a commencé par les bonnes nouvelles. Oui. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des mauvaises nouvelles. Des bonnes nouvelles. Tout à fait. Ça ne va pas, il y a ça qui va pas, il y a toutes les crises dont on vient de parler. Et donc, l'avenir durable, Grésy-sur-Aix, ça passe notamment par les animations, par la convivialité, le partage, la bonne entente, la bonne concorde entre tous. Et on le voit au sein de l'équipe où on sent vraiment cet esprit d'équipe, où tout le monde agit dans le même sens. Et il y a ce rapport avec la population qui est fait de confiance. Et de confiance et d'humain. Et l'humain, voilà. Nous, ce qu'on souhaite, effectivement, pour nous, l'avenir durable passe en priorité par l'être humain et la considération qu'on apporte aux humains. Et effectivement, comment nous, on peut apporter des réponses, et bien entendu d'être toujours dans l'écoute, dans la concertation qu'on mène depuis 4 années sur tous les projets que nous portons et qui vont devenir concrets cette année, mais aussi par les animations. Oui. Et on est vraiment monté en puissance depuis 4 années sur le rythme des animations, sur l'importance des animations. Et cette année, on aura une offre culturelle et d'animation beaucoup plus conséquente que les années passées. Et voilà, c'est ce vivre ensemble qu'on... vivre ensemble, tout à fait. Tout à fait, voilà. Et les liens humains, c'est-à-dire que au final, en fait, quand on prend un peu de recul, notamment du côté de Grésy-sur-Aix, entre les nouvelles constructions, les gens qui partent, les gens qui arrivent, etc., il y a environ un tiers de la population qui change en 6 ans. Et il faut continuer à créer ces moments conviviaux et de liens qui nous permettent de se rencontrer. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'éviter autant que faire se peut que la commune de Grésy-sur-Aix devienne une cité dortoir, mais en tout cas qu'il y ait une âme, une vie, qu'on se connaisse, voilà, et qu'on puisse profiter en tout cas aussi des services publics, ok, mais des animations aussi. De se vouloir vivre ensemble. Alors, ça me rappelle un petit peu ton prédécesseur au département qui me disait tout le temps, il faut que l'humain soit au centre de toutes les préoccupations, qu'elles soient publiques ou privées. C'est l'humain avant tout et ne laisser personne au bord du chemin. Donc, alors, les animations, quelques exemples d'animations, on a l'impression que c'est tout simple en fait. Ah non, c'est pas tout simple. J'ai une montée des animations, c'est une buvette, c'est des duos, c'est des frites, et puis c'est parti. Et c'est de la logistique et surtout des bénévoles qui manquent de plus en plus, mais... voilà, enfin, on va commencer par la fête du printemps. L'idée, en fait, du côté de Grésy, c'est que toutes les saisons, on puisse fêter. Voilà, les saisons sont une occasion de fête et de partage et de convivialité. Donc on va commencer par la fête du printemps, où les services techniques ouvrent leurs serres pour donner les bons conseils en termes de jardinage. Et ça tombe bien puisque c'est le moment avec le beau temps qui arrive. La traditionnelle fête de l'été, qui est le gros événement majeur, plus de 1500-1800 personnes avec feux d'artifice, etc. Et cette année, on va essayer aussi de structurer une fête de l'hiver. Voilà, avec orchestre, et le moment de la convivialité, et peut-être au moment aussi du Téléthon pour donner un sens en fait à tout ça, plus toutes les autres animations qu'on fait du côté de la Bibli, qui sont portées aussi par les nombreuses associations. Voilà, donc on a, et puis la nouveauté, c'est aussi la fête de la musique qui va prendre de l'importance. Oui, tout à fait. Dont la première édition était en 2023. Tout à fait. Voilà. Donc là, on va le positionner le 21 avec un concert
en soirée, et on va avoir 2 cinémas plein air, dont un couplé avec un petit concert qui sera offert par l'Office du tourisme. Et donc, il n'y a rien pour l'automne. Il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, mais l'automne, on ne célèbre pas ça. Ce sera l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Alors, cela passe notamment par des partenariats, par des événements culturels. Oui, et on tisse beaucoup de partenariats effectivement avec des associations de la commune ou de l'extérieur pour justement venir compléter habilement l'offre d'animation et culturelle qui est portée par la commune et les associations. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a un projet le 13 juin avec les résidents des foyers de l'APU, donc pour les enfants inadaptés, enfin en situation de handicap. Voilà, en situation de handicap. Qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, ça sera le 13 juin où tous les résidents des foyers de l'APU, dont on en a un à Grésy-sur-Aix, vont se réunir au centre Omnisport pour une sorte de journée inclusive via le sport. Et l'idée, en fait, c'est aussi de profiter de l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour aussi avoir un temps d'événements et des jeux inclusifs à destination des résidents de l'APUI, en lien aussi avec d'autres associations. Et là, typiquement, c'est un événement qui a été initié et qui sera piloté par l'AISA. D'accord. Voilà, une association. Alors, il faut qu'on dise un mot là sur le tissu des associations Grésy-sur-Aix. Le précédent mandat, je crois que tu étais adjoint aux associations, à la vie associative. Est-ce qu'il y a une crise du bénévolat ? Est-ce qu'on cherche des bénévoles ? Est-ce que ça devient de plus en plus dur avec en plus le Covid qui a cassé un peu le dynamisme de certaines associations ? Ça repart. Voilà, on sent bien que ça repart, mais il y a du temps de passer. Il y a des bénévoles qui se sont essoufflés. Il y en a d'autres qui sont hélas partis. Il y en a qui n'ont plus l'âge de faire ça. Comment ça se passe à Grésy-sur-Aix ? J'ai vu que vous aviez un peu de mal à trouver un président du comité d'animation, là. Alors, c'est bon, ça a été fait. Et autre bonne nouvelle aussi, c'est que la Grésilienne, qui est la course pédestre, ultra connue et réputée à Grésy, après une année d'interruption l'année dernière, va redémarrer parce qu'il a retrouvé un autre organisateur. Voilà. Donc, mais en fait, on fait face. C'est-à-dire qu'à Grésy, comme les autres communes, on a des difficultés à trouver du bénévolat, et en fait, il y a une crise de vocation. Oui, tout à fait. Effectivement, les personnes vieillissent avec le temps. Il y a un manque de renouvellement. C'est difficile de renouveler les membres des bureaux, etc. Et en fait, on essaye de les accompagner comme on peut, de démontrer que aujourd'hui le bénévole, c'est pas H24, c'est 2 sur 7 et 35 heures par semaine, mais le bénévole, c'est peut-être juste 2 heures ou 3 heures le jour J, c'est donner même son avant, temps, voilà. Un peu de temps. Et 2 heures, 3 heures, c'est pas grand-chose par rapport à ce que ça procure, voilà. Et je sais qu'il y a un gros travail qui est fait avec Eric Rey, qui est l'adjoint à l'association, et toutes les associations. Et en tout cas, le point positif, c'est qu'aujourd'hui, l'APE aujourd'hui a un nouveau bureau très dynamique aussi, qui propose aussi de nombreuses animations. Donc voilà, on essaye d'apporter notre soutien logistique, bien entendu aussi financier à travers des subventions. Tout à fait. Et de démontrer que le bénévolat aujourd'hui, c'est pas ça peut être que quelques heures, oui, c'est déjà beaucoup, quelques heures au moment avant, après ou pendant l'animation. Mettre en place ou débarrasser après, parce que c'est toujours les moments les plus durs, c'est là où il y a le moins de monde, où tout le monde est aussi fatigué. Et puis vous avez quand même Jean-Luc Charpentier dans votre équipe qui est une locomotive pour ça. Oh oui, il donne aussi énormément de son temps. Et puis on a fait le choix effectivement de recruter quelqu'un en la personne de Marion Richardot. Marion Richardot, que je salue, qui nous aide beaucoup pour la préparation de cette émission. Et qui est l'interlocuteur technique des associations. Donc l'avenir durable, Grésy-sur-Aix, ça passe par donc cette convivialité, ce vouloir vivre ensemble, qui est en fait le ciment d'une commune. Une commune vit bien si tout le monde vit bien ensemble. Et s'il y a une identité. Et s'il y a une identité. Ça passe aussi par le développement quand même, en proposant des nouveaux logements. On connaît ce sillon alpin qui va de Genève à Valence, qui est un territoire attractif, en passant par Aix-les-Bains, Chambéry, Grenoble, Annecy, bien sûr. Donc beaucoup de pression foncière sur Grésy-sur-Aix. Beaucoup de personnes veulent venir habiter parce qu'on est proche de tout. On est proche de tout, puis il y a tous les services. Et donc il faut quand même que ce soit raisonné, qu'on n'accueille pas tout le monde, je vais dire, et puis qu'on développe sans pouvoir suivre après. Alors comment ça marche quand on est maire pour gérer un peu cette pression, ces besoins en logement et ce dynamisme ? Eh ben, on se fait engueuler tout le temps.
Voilà. On se fait engueuler Merci, tout le question monde. Non, mais parce que effectivement, à juste titre, aujourd'hui, les citoyens nous disent ça construit trop. Il y a du béton, ça construit, la circulation, etc. Mais aujourd'hui, Mais c'est un signe de vie aussi, ça. c'est un signe de vie aussi. Et en fait, tant qu'on n'a pas de problème de logement, on a toujours un toit sur la tête, on ne vit pas la crise du logement aujourd'hui. On a des difficultés à se loger aujourd'hui. On aura demain des difficultés à ce que les enfants du pays, nos jeunes, puissent rester sur le bassin et que soit parce que c'est de plus en plus cher. Donc en fait, pour ce faire, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut construire, mais il faut construire de manière raisonnée et raisonnable. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire à Grésy-sur-Aix. On a quand même pris le temps en début de mandat de travailler sur une stratégie de développement urbain. Nous, elle est assez simple, elle est assez claire et on l'a en tout cas figée dans les documents d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on commence par le centre, là où il y a les mobilités douces, bien sûr. la gare, la véloroute, Là, le train. Là où il y a les services, quoi. Exactement, là où il y a les services, le bus, etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle le projet Cœur de Vie, phase 1. Dont on parlera après. Tout à fait. Bien il y aura sûr. une deuxième, phase 2, phase 3. Et on commence par là, et ça veut dire qu'on a délibérément, et on assume, parce que moi j'ai eu aussi des engueulades avec les propriétaires fonciers, quand on leur dit, quand ils sont en deuxième périphérie, première périphérie, deuxième, voire troisième périphérie, en disant, vous pourrez construire, mais pas tout de suite. Il y a un pas de temps à caler tout ça pour que ça soit cohérent et qu'on commence par le centre. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc c'est tout le projet Cœur de Vie. Et après, on a deux autres orientations. La première, à Grésy, 41% de la commune va être en zone agricole protégée. 41% de la commune. Donc, c'est énorme. ça, c'est au niveau de Grand Lac un peu que c'est fait. Hein. Alors, c'est toujours, effectivement, ça sera intégré au sein du plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac, mais c'est bien une décision, effectivement, de la commune qui a été pilotée par Julie Novelli, la maire de la Biole, à l'échelle de Grand Lac. Hein. Mais voilà, on va faire une extension de la zone agricole protégée. Ça veut dire que, durablement, 41% de la surface de la commune totale, c'est juste énorme, sera à destination moyen terme, voire très long terme, pour les agriculteurs. Pardon, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est la nécessité de proposer des logements en accession aux jeunes du territoire, des Grésiliennes et des Grésiliens qui sont en famille, etc. Et ça, on va le faire à travers ce qu'on appelle le bail réel solidaire. Donc, grosso modo, aujourd'hui, ce qui coûte de plus en plus cher, c'est le foncier. Le prix du foncier a explosé, le prix de la construction aussi, mais moins vite que le prix du foncier. Et l'idée, en fait, c'est de décorréler le prix du foncier par rapport à la construction. Donc, on devient propriétaire d'un logement, mais par contre, on va payer un loyer modique tous les mois pour rembourser le foncier. Ce qui permet d'avoir en accession des logements à 20-30% moins cher que le prix du marché. Ce qui est énorme. Oui, tout à fait, ce qui est énorme. Ce qu'on assume aussi du côté de Grésy-sur-Aix, c'est de proposer prioritairement ces logements, il y en aura 30 ces 2 prochaines années, à des Grésiliennes et des Grésiliens, avec un certain nombre de critères qu'on est en train de regarder actuellement avec les bailleurs sociaux. Voilà, justement, j'allais venir là-dessus. Est-ce qu'il y a des projets aussi avec les bailleurs sociaux? On connaît toutes les constructions de l'OPAC. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir avec les bailleurs sociaux? On en a à côté de la mairie, porté par la Savoisienne Habitat, avec du bail réel solidaire. On en aura en face de Gamme Vert, et puis on a surtout le Cœur de Vie. Voilà, et le Cœur de Vie, c'est le point d'après, donc c'est très bien parce que Florian suit le plan impeccablement. On a répété, hein. Il sait faire les transitions. Cœur de Vie, alors on est en bas, on est au niveau de la Sarraz. Oui. Hein, on n'est pas au chef-lieu en haut où il y a la mairie, où il y a l'église. Alors, c'est quoi ce projet, ce développement durable, cet avenir durable avec ce nouveau Cœur de Vie? On voit bien les constructions qui sont en train de se faire et ce changement de vie dans ce quartier, dans ce secteur. C'est une nouvelle centralité. À Grésy, on connaît la centralité commerciale, on connaît la centralité liée à l'administratif sur le plateau. Et ce qu'on souhaite, il n'y a pas de centre-bourg. L'idée, c'est pas de construire un centre-bourg parce que c'est 40 ans d'urbanisme, mais c'est d'avoir une sorte de nouvelle centralité liée à la culture à travers un bâtiment qui se dénomme l'Esquisse, mais on va en parler tout à l'heure. Mais aussi à travers un parc urbain, une esplanade qui soit le maximum à vivre, végétalisé, et qu'on puisse s'amuser, s'épanouir à travers ce parc urbain qui va longer le Cirrose, etc. Voilà, donc en fait, on a énormément passé de temps à réfléchir les extérieurs et la manière dont on va vivre ce nouveau quartier, qui a une centralité vraiment communale, avant de travailler sur les logements, parce qu'il y aura aussi environ 140 logements qui vont être construits
à horizon 2027-2028. Donc c'est un parc urbain de plus de 6000 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. Et il sera... Où est-ce qu'il y a toute cette place? Et ben en fait, aujourd'hui, en lieu et place du stade. Et on parlait justement de l'avenir durable. Typiquement, dans l'avenir durable de ce projet, c'est qu'on remplace un stade qui est artificialisé. Ouais. Avec une grande partie du stade sera remplacé par un parc urbain qui n'est pas artificialisé. Voilà. D'accord. Et en fait, effectivement, dans ce parc urbain, il y aura une grande prairie. On va planter plus de 100 arbres de moyenne et haute tige. On va planter beaucoup de haies, qui permet aussi de développer la biodiversité. Pour la faune et la flore, non? Tout à fait. Voilà. On aura des jeux pour enfants, etc. Voilà. Et ce parc de 6000 m², effectivement, va être accolé au cirrhose, qui est l'élément bleu et qui va apporter aussi de la fraîcheur l'été. Il sera couplé aussi avec un deuxième parc urbain de plus de 9000 m² à côté de la mairie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, justement en parlant d'avenir durable sous ce mandat, c'est de travailler les parcs urbains parce qu'il faut planter un maximum d'arbres aujourd'hui pour que dans 10 ans, 15 ans, ces arbres soient suffisamment grands pour procurer de l'ombre et des espaces, on va dire, où on peut plus respirer l'été. Voilà. Ouais, d'accord. Mais ça, par contre, il faut les structurer aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ces 4 premières années de mandat. Alors, ça casse un peu l'image fausse, justement, que l'on a de Grésy, qui est une ville maintenant. Oui. Non, oui, parce que voilà, il y a un parc de plus de 6000 m², de plus de 9000 m². Donc, Grésy reste un gros bourg, un gros village. C'est un village, effectivement. En fait, ce qui est très intéressant, et je pense que c'est ce qui explique aussi l'attractivité de la commune, c'est que le bas est urbain. On a les zones commerciales, donc effectivement c'est une ville, le bas. Mais par contre, quand vous passez, vous faites à peine oui, tout à fait. 200 mètres sur la montée de la Guicharde, vous passez la mairie, vous êtes en campagne. En campagne. Et ça, tout ça, ce qu'on veut, c'est de préserver tout ça. Et pareil, même quand on monte sur Monière, sur Éperzy, pareil, c'est très vite la campagne. Vous passez le château Brachet, voilà. Vous êtes à la campagne. Ouais. Vous êtes à la campagne. Et du coup, c'est cette dualité, entre guillemets, qui fait la force et l'attractivité de la commune, qu'on essaye de préserver, justement en se concentrant sur le bas, pour toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Être maire de Grésy-sur-Aix, c'est facile comme tout quand on a tous ces atouts finalement. Alors non, c'est loin d'être facile parce que voilà, il y a aussi des côtés négatifs, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir une équipe d'élus au top. Emmené par une première Combien d'élus maintenant on est 27. Voilà, donc qui sont toujours autant motivés après 4 années, une première adjointe toujours autant impliquée, les membres de la municipalité, et aussi parce que les élus en fait sont là pour impulser, mais on a aussi une équipe d'agents, plus de 50 agents, 53, qui sont aussi ultra impliqués et qui suivent le rythme. Et ça c'est assez exceptionnel parce qu'en fait tout ce qu'on dit depuis 4 années, on n'a pas de retard. Même, on commence à avoir de l'avance. Donc, on va et puis, il y a une concorde entre les élus et les services qui n'est pas toujours facile. On peut le voir dans d'autres collectivités du territoire. Là, justement, entre les élus et les services, il y a un climat de confiance et tout le monde travaille pour la commune. Mais heureusement. Heureusement. Faut pas oublier que, in fine, c'est quand même l'usager et les Grésilliennes et les Grésilliens qu'on fait. Voilà. Chaque Grésillien est patron un peu des employés de la mairie. Alors, avec... C'est quand même le maire après qui gère les bons points ou les mauvais points. Mais en fait, tout ça, effectivement, cet esprit de concorde entre les agents et les élus, ça nous permet quand même d'arriver à la fin du mandat. Dans 2 ans, on va respecter 95% de nos engagements. D'accord. Dans une situation financière qui est des plus complexes, avec tout ce qu'on a connu et qui nous bouscule, respecter 95% de nos engagements, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors juste un petit mot avant qu'on passe à la pause musicale. Le bien vivre ensemble, ça veut dire qu'on associe toutes les générations. Et je vois que notamment dans ce projet de cœur de vie, il y a aussi une résidence senior qui est en projet. Et puis il y a un grand rôle qui est donné au conseil municipal jeune. Oui. Effectivement, dans les 140 logements qu'on prévoit à terme 2028, on souhaite avoir une résidence senior de 25 logements parce que c'est une demande. Voilà, le territoire de Grand Lac vieillit. Il faut construire ce genre de résidence. Et puis aussi, effectivement, depuis 2 années et demie, 3 ans, toute l'équipe emmenée par Zélie, Laurence, Anne-Laure, qui pilote l'instance jeune, a fait un gros travail pour proposer la piste de Pump Track qui se situera dans un des parcs urbains qu'on va à côté de la mairie créer. Et en fait, voilà, ils ont constitué ce projet, ils l'ont soutenu au moment du vote du budget citoyen du département. Il en est lauréat et d'ici une année,
on va le rendre concret. D'accord, et ben voilà, c'était donc cette première partie sur ce bilan à mi-mandat de Grésy-sur-Aix, de la commune de Grésy-sur-Aix avec ce cœur de vie. Ensuite, on parlera dans une deuxième partie de ce tiers-lieu dont les travaux ont commencé, on l'a annoncé sur Radio Grand Lac. Et puis, on parlera aussi des services et en agrandissant sur ce pôle central intercommunal, puis les liens aussi avec Grand Lac au niveau des mobilités, etc., etc. Mais là, on va faire une pause musicale et Florian Maître a choisi Vianney. Pourquoi Vianney ? Parce que j'aime bien son état d'esprit. D'accord, et ben Vianney à 13h26 en direct, 1h une commune avec Florian Maître, maire de Grésy-sur-Aix. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h une commune. De retour dans cette émission 1h une commune avec notre partenaire du jour, Grésy-sur-Aix. Tout à l'heure, à 17h, à l'horaire un peu plus normal, nous aurons la Biole. Mais donc là, c'est Grésy-sur-Aix pour cet horaire particulier, aménagé spécialement en fonction de l'agenda et du planning de son maire, Florian Maître, qui est avec nous. Et on lui dit encore un grand merci, ainsi qu'à toute son équipe pour le soutien apporté à notre média local de proximité, à ce grand bain de la vie locale, comme on vient de l'entendre dans le jingle. Florian Maître, on a parlé donc de ce mi-mandat avec comme fil conducteur l'avenir durable de la commune, l'optimisme. On a parlé de ce cœur de vie qui va se développer, puis maintenant on va presque atteindre le Graal du mandat, j'allais dire le projet avec un grand L. Donc son avenir durable qui passe par la concrétisation de son tiers-lieu culturel, associatif et musical. On a fait déjà des émissions pour présenter ce tiers-lieu. Alors on peut quand même en reparler parce que c'est un projet structurant. C'est ce qui va peut-être faire changer de dimension Grésy-sur-Aix. C'est quoi un tiers-lieu culturel, associatif et musical, un tiers-lieu ? C'est un lieu qui laisse en priorité la place aux synergies et aux initiatives des citoyennes et des citoyens. Voilà. C'est-à-dire que ça sera pas la commune qui va imposer une programmation, mais c'est vraiment de laisser des espaces et des compléments d'espace, voilà, à la libre initiative de qui veut. Voilà, donc c'est en fait dans la manière dont aussi on aménage l'espace, c'est un lieu qui est à la fois entre le travail et chez soi, en termes de liens chaleureux ou d'aménagement de l'espace. C'est encore une fois pour développer la convivialité puis l'humain. Exactement, voilà, et c'est pour ça en fait qu'on fait le tiers-lieu, il est typé sur la culture, donc on aura une médiathèque de plus de 400 mètres carrés, on aura des locaux pour les associations. Il y a 4 pôles en fait. On a 4 pôles, effectivement, voilà, un pôle culture et médiathèque, un pôle associatif où on peut faire mutualiser et avoir une espèce de conférence. On a un pôle son et image, et ça c'est vraiment la particularité de ce pôle-là, c'est-à-dire qu'on a énormément de musiciens amateurs ou semi-professionnels qui ont besoin des locaux, effectivement. Et donc là, on va proposer 3 studios d'enregistrement qui sont complémentaires et une boîte noire, ce qu'on appelle. Donc c'est 50 mètres carrés qui sont qui peut être complètement dans le noir pour tourner des clips vidéo. Voilà. Et donc c'est vraiment l'élément différenciant. Et puis le 4e pôle, c'est ce qu'on appelle le lieu de vie, c'est-à-dire que c'est un peu le forum, c'est l'espace central qui est ouvert sur un patio. L'agora grecque un peu. Exactement, voilà, où il faut que ça fourmille. Il y aura un peu un Platon qui viendra parler. Bah toi, voilà. Tu pourras faire une émission en direct. On fera une émission directe pour le lancement du tiers-lieu. Et rendez-vous en septembre 2025. Ok, on prend la date. Voilà, avec un bar, etc. Voilà, et on veut que ça soit le plus convivial possible et que ça brasse. Voilà, et il faut en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de décloisonner au maximum. C'est pour ça en fait, par exemple, la médiathèque, son entrée, ça sera pas une petite porte de 2 mètres. En fait, on a travaillé l'espace, ça sera une ouverture de 5 mètres de long qui donnera complètement dans le lieu de vie. Voilà, donc et on aura en plus un belvédère et du coup en fait on a plein de possibilités d'animation de ce lieu qui sera offerte aux associations, aux citoyens, et en plus on aura une pergola qui sera complètement végétalisée et qui donnera sur le bar. Donc plein de moments encore. Ça va être génial. On pourra faire la fête. Ça va être génial. Et puis alors il sera aussi exemplaire en matière d'énergie. Oui. Alors ça c'est
Donc là, on n'utilise pas le gaz et non. tout ça comme on peut le faire ailleurs. Là, non. voilà, là, c'est un vrai projet. Là. En fait, on avait un certain nombre d'ambitions déjà en la matière en début de mandat, mais on a été énormément bousculé par la crise énergétique et l'invasion de la Russie en Ukraine qui a fait tripler le gaz. Ça fait depuis 1 an qu'on paye 3 fois, qu'on a triplé le montant du gaz. Depuis le 1er janvier, c'est l'électricité qui double. Et en fait, voilà, c'est un vrai tsunami énergétique. Nous, cet argent, on l'a pas, entre guillemets, pour payer ce qu'on consomme en plus. Voilà. Donc, il fallait qu'on se remette en cause. Et à titre d'exemple, on a voté un plan de sobriété où on a diminué de 20% nos consommations d'électricité et de gaz en 2023. En 2022, on a encore diminué de 20% en 2023. Le soir, quand on traverse la commune, il fait tout noir. Il fait tout noir à partir de 22h30 sur le bas et 21h30 sur les hameaux. C'est le temps de remplacer tous les candélabres en LED et on a un engagement vis-à-vis de la population. C'est quand un secteur, parce que c'est organisé par secteur, est passé tout en LED, on remet à 22h30. Mais sinon, en fait, ça coûte horriblement cher aujourd'hui. Bon, bref. Et du coup, en fait, on a fait toutes ces économies et on a cependant augmenté le prix et le budget énergie. Voilà. Donc, c'est un peu cette contradiction-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est allé beaucoup plus loin dans nos ambitions. Et typiquement, ce nouveau lieu, il sera quasiment autonome en matière énergétique. On passe par la géothermie. La géothermie, en fait, a un double avantage. Le premier, c'est que ça produit du chaud l'hiver et du froid l'été. Et du froid l'été. Et c'est l'énergie, c'est l'énergie naturelle du sol. C'est pas lié à une énergie, qui peut fluctuer au niveau de son prix. Le bois, par exemple, fluctue. Dans 20 ans, le prix du bois que vous payez aujourd'hui, ça sera pas le même. Ça sera pas le même, tout à fait. Nous, ce qu'on veut, c'est une indépendance énergétique, mais aussi financière. Donc, c'est un montant de 3 640 000 euros. De travaux. C'est le plus gros projet du mandat, effectivement, et on a fait une grosse recherche de subventions, puisqu'aujourd'hui, on a 70% de cette somme, ce qui est considérable, qui est en subvention. Et notre bouffée d'air a été annoncée au mois de décembre, puisque je crois qu'il y a l'Europe qui arrive là. L'Europe, voilà. S'il fallait encore démontrer l'utilité de l'Europe dans nos territoires, notamment un exemple supplémentaire. À quelques mois des élections européennes, tout à fait. Voilà, ça, il faut le savoir. Populistes et d'extrême, vont contre ça. Voilà. Exactement. S'il n'y avait pas d'Europe, il n'y aurait peut-être pas eu le tiers-lieu. On aurait fait d'autres choix, en tout cas, soit budgétaires ou en termes de diminution du bâtiment, mais effectivement, à travers une subvention quand même de 1,6 million d'euros, ça nous permet d'arriver à minimum 70% de subvention. Donc, un tiers-lieu qui va prendre vie en septembre 2025. Les travaux ont commencé. Si tout va bien, oui, tout à fait. Voilà, les travaux ont commencé, le terrassement, la grue sera installée d'ici quelques jours. Le gros œuvre va aussi attaquer, et si tout se passe bien, ce que je ne doute pas, ouverture en août-septembre 2025. Et pour faire vivre ce nouveau lieu, cet espace culturel, l'esquisse, ça va marcher comment ? Il y aura une programmation culturelle, il y aura une programmation culturelle. On est en train de travailler effectivement toute l'organisation interne. On va lancer une concertation aussi pour impliquer toutes les associations qui le veulent ou les citoyens pour anticiper cette programmation. Donc on aura une programmation. Et en fait, ce qu'on a aussi essayé de mener aujourd'hui, c'est de lui donner une identité visuelle. Parce qu'un tiers-lieu culturel, musical et associatif, c'est long et c'est difficile de se projeter. Donc là, en fait, et c'est au moment des vœux, on a dévoilé le nom, on l'a fait voter, il y a eu plus de 850 voix. On est allé à l'école élémentaire pour faire participer tous les jeunes qui ont plus que adoré ce moment-là. On a fait voter aussi tous nos aînés au moment du repas des aînés. Donc c'est pour ça qu'on a eu plus de 850 voix, et c'est l'esquisse qui a été effectivement lauréat. Quels étaient les autres noms, peut-être un ou deux noms Alors, on avait l'esquisse, on avait l'embarcadère, on avait la balise, et j'ai oublié le troisième. D'accord, voilà, donc des questions pièges. Non. Et bientôt, ce sera l'esquisse. L'esquisse, voilà, et on a travaillé. Florian Maître, peut-être. Non, loin de là. Donc, on a travaillé effectivement sur son identité visuelle, et aujourd'hui, on va aussi
se lancer dans l'aménagement intérieur. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit pas un lieu, comment dirais-je, qu'on connaît de partout, un lieu institutionnel. C'est vraiment un lieu qui se veut le plus chaleureux possible. Et pour diffuser cette chaleur humaine, l'aménagement intérieur fait beaucoup. Voilà. Donc, il nous faut de la couleur, on aura des divans, des sofas, voilà. On a hâte de voir cette ouverture dans 1 an et demi. Maintenant, oui. Ça va passer vite, mais tout va bien. Donc, au niveau des travaux, ce projet est très, très, très important. Avant qu'on parle peut-être plus du rôle de Grésy-sur-Aix en tant que centre un peu intercommunal, peut-être parler un petit peu des travaux, notamment des travaux de sécurisation. Le mois dernier, on a eu justement les élus en charge des travaux de la sécurité, notamment de la Chevraie, de tous les travaux qui ont été faits aux routes de Corsuet, Chevraie, les projets de la Chevraie, tout pour plus de sécurité et voilà, de sécurisation plutôt. Tout à fait, parce que là, jusqu'à maintenant, on parlait des gros projets structurants et qui peuvent être aussi moins connus du grand public. Et ce qu'on essaye aussi, on a tout l'aménagement, on va dire, du quotidien. Et il y a une vraie interrogation de la part des citoyens, c'est sur la circulation et le fait que les automobilistes, notamment, roulent vite. Voilà. Oui. Donc on a toute cette pacification à faire dans un certain nombre de secteurs et de hameaux. Et notre méthode, elle est toujours simple. Et c'est tout à l'heure, en début d'émission, on discutait sur la manière dont on impliquait les citoyens. C'est ce qu'on fait aussi dans ces aménagements-là. C'est-à-dire que quand un citoyen aujourd'hui vient nous dire, il nous voit en disant, il y a un problème de circulation et de vitesse dans tel ou tel hameau, on objective déjà la situation, c'est-à-dire qu'on installe des radars pédagogiques pour voir, parce que ça mesure. Et comme ça, on a des rapports avec des données et ça permet d'objectiver. On a toujours l'impression qu'on est sur un trottoir, que la voiture, elle passe vite. Ouais, parce que si c'est à 50 km/h, effectivement, la voiture, quand on est piéton, roule beaucoup plus vite. On a la sensation. Donc en fait, on essaie d'objectiver, ce qui nous permet d'objectiver. Et quand il y a une nécessité d'aménagement pour apaiser la circulation, on la co-travaille, on la co-construit. C'est-à-dire que on organise des réunions publiques avec les riverains, on définit déjà quels sont les enjeux, parce qu'en fait, selon chaque personne, on peut aussi avoir des intérêts différents, des intérêts particuliers. Et c'est normal, voilà, et c'est bien à la commune aussi de veiller à l'intérêt général. Donc, on travaille sur les objectifs de ces aménagements et on co-construit les aménagements, parce qu'en fait, dans un certain nombre d'idées, soit des fois elles sont pas possibles parce que réglementairement c'est pas possible, parce que budgétairement c'est pas possible, etc. Et en fait, on arrive à co-construire des aménagements de sécurité tels effectivement la route de Corsuet ou la Chevraie, où ça sera la traversier mode doux aussi qui va relier la future véloroute des 5 Lacs. Alors, merci Florian Maître pour ce petit mot sur les travaux. De par sa géographie, de par son emplacement, Grésy-sur-Aix, c'est un épicentre en matière de services à vocation intercommunale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le nouvel hôpital va aller à Grésy, la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers, tout va aller à Grésy finalement. Alors, parce qu'il y a encore de la place. Et ça se fait de manière intelligente et en totale transparence et coordination aussi avec le maire d'Aix-les-Bains, président de Grand Lac. Donc effectivement, en fait, du côté de Pompières, c'est un projet qu'on attendait depuis de nombreuses années. On a aujourd'hui les travaux, et on était ce matin avec Renaud Beretti de la future caserne des pompiers. Oui. On leur doit ça elle date de 72 ou 73. C'était une des casernes les plus vieilles de Savoie, une passoire énergétique, etc. Donc elle va traverser la route pour aller du côté de Pompières. Donc les travaux sont en cours. Livraison début 2026. Elle est en face. Hein. Exactement. Et puis on a surtout eu la confirmation par l'Agence régionale de la santé de l'installation en 2 temps. D'abord, le regroupement d'un certain nombre d'EHPAD entre 230 et 280 lits à côté de la caserne des pompiers aujourd'hui. Et puis dans un deuxième temps, à horizon 10 ans, 12 ans, de l'hôpital. Mais les EHPAD, l'objectif du centre hospitalier, c'est livrer dans 5 ans à 6 ans. Donc ça va aller vite. Donc nous derrière, il faudra bien qu'on travaille les accès à cet hôpital, à cet EHPAD, en termes de mobilité douce, en termes de circulation de bus, en termes de calibrage des voiries. Donc ça, c'est tout un travail qu'on va devoir faire dans les mois qui arrivent. D'accord. Au niveau commerce, tiens, je pense maintenant, parce qu'on voit que les grandes enseignes, beaucoup s'installent à Grésy-sur-Aix. Est-ce qu'il y a encore de la place par rapport au PLUI pour de nouveaux commerces? Aujourd'hui, on a un renouvellement de commerce qui se fait de manière naturelle et on a un nouveau projet qui est porté par Xavier Lin du côté de Cellier, avec un bâtiment tertiaire et 4 autres unités commerciales.
commercial, qu'il faut qu'il soit positionné de manière complémentaire aux autres. Donc voilà, en tout cas, le développement commercial, comme on l'a connu ces dernières années à Grésy-sur-Aix, va ralentir parce qu'on a de moins en moins de place. Et nous, on a tout un travail aussi à faire de requalification de la zone commerciale actuelle, notamment en termes de mode doux, vélo, piéton et de végétalisation, parce qu'il manque quand même un certain nombre de la présence du végétal sur cette zone commerciale est à revoir. Et puis Grésy-sur-Aix est redevenue une commune touristique. Tout à fait. Avec l'ouverture des Gorges du Sirose et puis du Château Brachet, notre partenaire, entre autres. Tout à fait. Effectivement, voilà, ça fait depuis plus de 40 ans qu'on n'avait plus ce statut de commune touristique. Donc on l'a retrouvé avec des aménagements en plus ultra qualitatifs et une complémentarité dans les hôtels. On aura aussi un autre hôtel qui va se construire du côté du parc d'activités des Sources. Et puis on a eu aussi l'hôtel à côté du péage. Tout à fait, à côté du péage, oui. Donc toujours un dynamisme à Grésy-sur-Aix pour les prochaines années. Oui. L'avenir se voit avec les voyants verts. Oui, et puis voilà, c'est raisonner et travailler. Voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que quand on construit quelque chose, on regarde aussi les extérieurs et ses accès. D'accord, oui, tout à fait. Et ben donc, on va parler dans une dernière partie un peu de la crise de l'énergie, puisque l'avenir durable, c'est en réduisant l'impact carbone pour cette indépendance énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Puis on parlerait que tout ça se fait quand même en maîtrisant le budget de la commune, et c'est pas facile avec les dotations de l'État qui sont en baisse constante, avec donc la DGF et tout. On parlera de tout ça avec Florian Maître dans quelques petites minutes pour la dernière partie d'une heure une commune. Pause musicale qui est prévue par ma complice et amie Sandra, donc elle va pas nous le dire, on va la découvrir en même temps. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. Dernière partie d'une heure, une commune. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité. On salue bien sûr Jean-Marc Audrivet, le maire de Bordeaux qui nous écoute, vice-président de Grand Lac en charge des déchets, en charge des ordures ménagères. C'est toujours un titre un peu particulier, on ne sait pas comment dire, en charge des déchets. La valorisation des déchets. La valorisation des déchets, mais en tout cas, on le salue et bien sûr qu'il pourra venir aussi une fois parler de tout cela dans nos studios. Là, en tout cas, on est avec Florian Maître pour Grésy-sur-Aix. Alors, on a parlé un peu donc de ce bilan de mi-mandat et on arrive au dernier point. On a parlé de la crise de l'énergie avec la flambée des prix et donc à Grésy-sur-Aix, on vise un avenir durable en réduisant son impact carbone pour une indépendance énergétique et en développant les mobilités douces. L'indépendance énergétique, on a parlé, on peut en dire un petit mot, puis après on parlera des mobilités douces parce que je crois qu'au niveau de Grand Lac et même du département, c'est un peu ton cheval de bataille, Florian. Tout à fait. Et en fait, c'est typiquement sur l'énergie, c'est l'exemple parfait de la manière dont on a utilisé de manière positive la crise énergétique. Et on a capitalisé positivement. Peut-être que cette crise, c'était une bonne chose, peut-être, pour faire en tout cas, Grésy-sur-Aix, évoluer les politiques. Oui, parce que nous, notre ambition, elle est très claire, c'est se passer à moyen terme de toute énergie fossile. Gaz, toute énergie fossile. Aujourd'hui, tout notre chauffage passe au gaz. L'objectif, c'est d'essayer de créer, par exemple, un réseau de chaleur. Et là, c'est la CEM Énergie, notamment le syndicat d'électricité de la Savoie qui va porter cette étude. Parce qu'on a la chance, en fait, à Grésy, d'avoir dans un rayon de 500 mètres tous nos bâtiments publics, y compris le collège. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de voir un réseau de chaleur, si possible sous forme de géothermie. On verra si c'est du bois ou la géothermie, pour se passer complètement du gaz. Donc, c'est comme ça qu'on devient indépendant. Et en fait, sans cette crise énergétique, effectivement, on l'aurait fait peut-être dans 5 ans, 10 ans. Et là, on l'accélère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, puisqu'on fait des économies d'énergie, ça c'est bien, mais il faut aussi, pour être exemplaire, produire de l'énergie verte. Donc, à travers ce réseau de chaleur, mais aussi à travers l'installation de plus de 1300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui seront installés dès cette année, 2 sous forme d'ombrière et un 3e site sur le toit de l'école élémentaire. Et ces panneaux photovoltaïques, en fait, on va faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que la commune va pouvoir bénéficier et va pouvoir acheter à un tarif ultra compétitif 40% de nos besoins électriques. D'accord. Donc en fait, on va en plus gagner des sous avec cette transition énergétique. Et ça, en fait, il faut pas aussi oublier que derrière, la finalité, c'est de produire de l'énergie verte, ça c'est sûr, mais c'est de réduire nos gaz à effet de serre.
Et c'est très clairement, nous, on s'inscrit dans toutes les démarches des accords de Paris, etc., de réduction de gaz à effet de serre pour limiter autant que faire se peut à 1,5-2 degrés le réchauffement de la planète. Et ça, en fait, ça nécessite des efforts conséquents. Donc ça fait partie de nos efforts. On voit que la protection de la planète, ce sont des petites actions ici et là. Donc, Grésy-sur-Aix, on participe à ça. Oui, et encore une fois, à notre juste place, à notre juste niveau. Voilà. Et par exemple, typiquement, le plan de sobriété a fait économiser la distance Terre-Lune en voiture. En émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est juste à Grésy-sur-Aix. Juste à Grésy-sur-Aix. Voilà. Et donc, en fait, c'est la compilation des initiatives que toutes les collectivités ont, les initiatives aussi personnelles ou d'entreprises, qui vont faire qu'effectivement, on va pouvoir y arriver. Et c'est un peu le but aussi de cette année sur l'optimisme. Ouais. En fait, justement, à trop se morfondre et à voir broyer du noir, comment dirais-je, c'est difficile de se projeter. Et justement, en faisant la pédagogie cette année, ce qu'on essaye de faire à travers tout ce qu'on liste depuis tout à l'heure et qui sont positifs, c'est bénéfique pour le territoire, c'est bénéfique pour la planète, etc., de montrer qu'on peut y arriver, que c'est possible. Et puis, donc, il y a ce développement des mobilités douces, donc avec plusieurs chantiers qui sont mis en place. Et puis, peut-être, on peut élargir au niveau de Grand Lac et puis du département de la Savoie, puisque tu es vice-président en charge des mobilités douces dans les deux autres collectivités. Oui, alors c'est aussi une priorité. On essaye en fait sous ce mandat de livrer les itinéraires, on va dire, dits structurants. C'est-à-dire que c'est une voie verte, c'est 3 mètres minimum de voies qui sont complètement réservées aux vélos et qui sont partagées aussi avec les piétons. Donc c'est la fameuse véloroute des 5 lacs, donc qui va traverser du nord au sud le territoire communal. On espère en tout cas que les travaux sur l'itinéraire qui va traverser les gorges du Sierrose peuvent être débutés dès cette année. Et on a bon espoir de conclure toutes les négociations foncières pour arriver jusqu'à Entrelacs et puis après Remilly. Là, ça va prendre peut-être 6 mois, 10 mois de plus, mais je pense fin 2024, début 2025, j'espère qu'on puisse commencer la construction de cette véloroute. Ça, c'est le premier itinéraire. Le second itinéraire qu'on essaye de structurer, c'est un autre axe un peu plus en biais, parce que ce premier axe va direction le lac, et le deuxième axe, c'est direction un peu le nord d'Aix-les-Bains. C'est l'axe du cœur de vie, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui passe aussi par la rue Saint-Éloi et le PAE des Sources. Là aussi, quasiment qu'en voie verte. Donc ça, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire la priorité. Merci à Grand Lac, merci à la région, merci au département effectivement qui viennent aider financièrement. Puis après, nous, communes, on est là, on va dire, sur des axes beaucoup plus secondaires, type la Chauvrée qu'on a évoqué tout à l'heure, ou sur des aménagements plus ponctuels comme la rue de la Gare, etc., où on va donner beaucoup plus de place aux piétons et aux cyclistes. Donc vélo bien sûr pour les mobilités douces et puis le train aussi, parce qu'avec l'essor de la gare de Grésy-sur-Aix, on voit que les parkings de covoiturage ne sont plus suffisants. Ils sont déjà trop petits. Et même tant mieux. Tout à fait. Donc effectivement, le train, on compte beaucoup parce qu'on a une gare de proximité. Donc on va essayer de travailler toutes les connexions facilitées, notamment du futur cœur de vie vers cette gare. Et l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le parking qui a été réalisé par Grand Lac il devient trop petit et la commune va réaliser cette année 20 places complémentaires en face, qu'on va faire nous-mêmes. Donc, de gros projets pour Grésy-sur-Aix, encore 3 années qui vont être intenses pour justement arriver à 95%, on a dit, de promesses tenues. Donc, on se rappelle de certains ministres de l'Intérieur qui disaient qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc là, on voit qu'à Grésy, les électeurs vont être heureux. Et tout ça, malgré la baisse des dotations, malgré les difficultés financières que connaissent nos collectivités locales, on arrive à maîtriser le budget, à ne pas endetter la commune. Et on va même faire mieux, on va essayer de la désendetter. Et l'objectif, alors par contre, c'est une lutte quotidienne, c'est-à-dire que, et là je remercie les élus et les services parce que ils comptent chaque centime. Voilà. Et en fait, chaque centime compte. Mais chaque centime compte, effectivement. Aujourd'hui, typiquement, ça fait 2 ans, 2023-2024, qu'on fait 0% d'augmentation de budget sur un certain nombre de postes. En prenant en compte l'inflation, ça veut dire que les services arrivent à faire tout autant avec moins d'argent. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et ce qu'on essaye de faire sous ce mandat, effectivement, c'est d'investir un montant environ 13 millions d'euros qui n'a jamais été investi auparavant à Grésy-sur-Aix
en se désendettant. On est en capacité aujourd'hui de se désendetter d'1 million d'euros et en augmentant une seule fois les impôts en 6 ans. C'est-à-dire qu'on les a augmentés, on l'assume en 2022 de 3,5%, Oui. mais les 5 autres années du mandat, on n'augmentera pas les impôts. Ça sera le cas, ça a été le cas en 2023, ça sera le cas en 2024, ça sera le cas en 2025. Et ça, tout ça, voilà, c'est parce qu'on gère les deniers publics en bon père de famille, comme on dit. En bonus pater familias. Voilà. Mais ça encore, c'est beaucoup d'agilité et aussi on y arrive à travers deux facteurs qui sont importants. Un, le dynamisme de la commune. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, en fait, quand vous construisez une maison, quand vous construisez un mètre carré, on va dire, qui n'existait pas auparavant, vous payez une taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement qui est payée, enfin qui est reversée à la commune n'a jamais été aussi haute. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la recherche de subventions. Oui. Aujourd'hui, nos partenaires, l'Europe, la région, l'État, le département Grand Lac apportent quasiment 4 millions d'euros de subventions. On a vu à travers les schismes avec aussi d'autres subventions. Et ça, il faut aussi les remercier. Et j'ouvre une parenthèse parce que on casse du sucre sur le dos de l'État assez régulièrement, mais à juste titre d'ailleurs sur les baisses de dotations, etc. Force est de constater aujourd'hui que l'État nous accompagne beaucoup plus en matière de subventions qu'auparavant. Voilà. Et l'État devient un partenaire financier majeur aux côtés du département, de la région et du Grand Lac. Quels sont les projets qui pourraient voir le jour, mais pas le temps? Quels sont les projets que Florian Maître et son équipe ont en tête et qu'ils n'ont pas encore mis en place ou qui occupent un peu les réflexions après ce tiers-lieu? Alors, on en a beaucoup. L'idée, c'est quand même de prendre le temps nécessaire pour livrer tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas fait de recrutement. Et on arrive à faire tout ça sans recrutement en plus, donc en gérant le quotidien, plus tous ces projets. Mais effectivement, il faudra qu'on accélère, notamment, on sait que le dossier du prochain mandat, c'est la rénovation de l'ASSEJ, du bâtiment de l'ASSEJ, oui, énergétique, la relocalisation du centre technique municipal pour libérer de la place sur le phase 2 du cœur de vie, toute la restructuration de la montée de la Guicharde en mode doux, la pacification aussi devant ce futur, enfin là où il y a le centre technique municipal de la route départementale, le raccordement à Célier aussi en mode doux, et puis après voilà, on a aussi toute la structuration des services à penser. Donc voilà, on a encore plein d'autres choses à faire, mais ça, dans un second temps. Florian Maître, élu maire à 29 ans. Oui, alors, prise de fonction à 30. Prise de fonction à 30 ans. Là, il nous a parlé un peu des 30 prochaines années, non? Alors, non, quand même pas. Non, mais en fait, comment dire, ce qui m'anime dans ce mandat et à l'agglo et au département, c'est la gestion de projet. Voilà, et j'ai la chance d'avoir, comme on l'a dit, une équipe d'élus et d'agents dans tous les mandats et dans toutes les institutions au top. Et en fait, sans ces projets, sans ces idées, je pense que je m'ennuierais vite. Oui. Et que je ferais autre chose. Voilà. Et tant qu'aujourd'hui j'ai toujours un peu cette passion et ces idées, tant mieux. C'est une passion qui a dû naître jeune, parce que être maire à 30 ans, est-ce qu'on connaît assez de choses à 30 ans? Quel est un petit quand t'es né cette passion pour la vie publique, comment ça s'est fait? Est-ce que comme un certain Obélix, tu es tombé dedans quand tu étais tout petit, comment dans la marmite? Alors, parce qu'à 30 ans, voilà, il y en a peu quand même qui rêvent d'être maire à 30 ans, parce qu'on sait que c'est un mandat qui est chronophage, et en plus vice-président d'une agglo, conseiller départemental avec des délégations au niveau du département. J'ai fait le choix effectivement de me consacrer à 100% sur mes mandats locaux, donc c'est clairement au détriment d'une vie professionnelle, et très certainement dans un, comment dire, au niveau de la retraite, etc. On verra comment ça va se passer, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, j'ai eu la chance d'avoir été adjoint de 2014 à 2020 et surtout directeur de cabinet. Oui. Une personne plus que remarquable. À Grand Chambéry. De Xavier Dulin, effectivement, qui m'a énormément appris aux côtés de Michel Dantin, qui était l'ancien maire de Chambéry. Oui. Ça m'a en fait permis de me structurer, de connaître le fonctionnement des collectivités et la gestion de projet. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que quand j'ai été élu avec toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que moi derrière. Oui, bien sûr. On était prêts et opérationnels, et la politique, en tout cas, moi je l'ai découverte en 2002. Au moment de l'élection présidentielle, où je ne comprenais pas, parce que j'avais 12 ans à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi des personnes, des Français manifestaient contre la présence d'un candidat qui est arrivé démocratiquement au second tour. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à
à prendre conscience effectivement, gauche, droite, extrême droite et extrême gauche, à me faire une propre opinion. Et ça a été aussi l'élément déclencheur, ça a été les manifestations du contrat première embauche, 2004, je crois, où j'étais jeune collégien au lycée Marlios. Le collège était bloqué et je me demandais pourquoi le collège était bloqué. Moi, je voulais étudier. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir. 14h02, on va finir cette émission avec la question RGL, la question que Radio tout le monde attend. RGL. Tout à fait. Maire d'une commune de Grésy-sur-Aix, on n'a même pas dit le nombre d'habitants à Grésy-sur-Aix. 4700. 4700 et donc c'est en constante progression. Mais on va dépasser, je pense, avec tout ce qu'on est en train de livrer, la barre des 5000. La barre des 5000. Vice-président du NAGLO, conseiller départemental, donc très pris du lundi matin au dimanche soir. Quand il n'est pas dans sa mairie, quand il n'est pas auprès de ses citoyens, quand il n'est pas en train de gérer ses projets, quelles sont les passions de Florian Maître? Quoi il carbure pour être tout le temps en forme comme ça? Bon, sa jeunesse, ok, mais voilà, quels sont ses centres d'intérêt, ses passions? Alors, je crois un petit peu les voyages quand même. Voilà. Oui. Alors, c'est déjà la musique. La musique, c'est un rythme. Je travaille même en musique. D'accord. En mairie, vous pouvez arriver en mairie, vous entendez la musique, c'est même mon bureau. Voilà. Un peu fort d'ailleurs. Et quel style de musique? Un petit peu tout. Tout. Ouais, ce qui passe. En fait, c'est par phase. Voilà, j'ai et Radio Grand Lac aussi, effectivement. J'aurais peur qu'ils le disent pas. Sandra est toute contente à le faire. Non, après, parce que j'aime beaucoup lire, le cinéma, mais surtout les voyages. Les voyages, en fait, à plusieurs raisons, parce que ça nous permet de connaître d'autres cultures et du coup de se rendre d'apprendre et de se rendre compte que vivre en France, vivre sur notre territoire, waouh, quelle chance. Et ça permet en fait de aussi piquer les bonnes idées aux autres, voilà, et de voir aussi, très clairement d'autres cultures, d'autres initiatives et de s'aérer, de s'oxygéner, parce que sinon en fait on est trop centré sur notre propre territoire et qu'on voit pas les points positifs, tout comme on voit pas les points négatifs. Voilà, donc il y a une nécessité d'aller voir ailleurs. Donc on est le 13 février 2024, Florian Maître 2026. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Est-ce qu'il y pense tous les matins en se rasant? Non, mais bien sûr. Mais vous n'imaginez pas. Ça fait depuis une heure. Vous avez la primeur de cette annonce, mais ça fait depuis une heure qu'on dessine effectivement un certain nombre d'initiatives. On ne va pas tout arrêter en 2026. Ça, c'est sûr. Et que j'ai une envie, une motivation de continuer. En tout cas, voilà, Grésy-sur-Aix, qui est notre partenaire et qui était aujourd'hui pour cette émission Une heure une commune, un horaire un peu particulier. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 17h pour la Biole, où on parlera de la soirée du foot du 9 mars. Puis on parlera de commerce aussi avec notre partenaire la Biole. Et puis ce soir à 19h30, c'est la 16/9e, l'excellentissime émission de cinéma avec Guillaume et Kevin et Guillaume. Ils auront un invité de prestige aussi ce soir. C'est une émission qui commence à être suivie même par les professionnels du cinéma sur Aix-les-Bains, la 16/9e de 19h30 à 20h30. Florian Maître, merci beaucoup. Merci pour la primeur de cette annonce de fin d'émission, puis on a bien sûr pris date aussi pour être présent pour l'ouverture du tiers-lieu en septembre 2025, août-septembre 2025. Merci Grésy-sur-Aix en tout cas pour votre confiance. Et maintenant, c'est la playlist musicale jusqu'à 17h. À tout de suite, à bientôt les amis. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.